Bonjour à tous. Donc, d'abord, merci d'avoir répondu présent à cette conférence à laquelle nous réfléchissons depuis déjà un certain nombre de mois et pour laquelle nous avons donc réussi à mobiliser autour de nous des intervenants que je vais rapidement vous présenter. Donc, d'abord, Laurent Belay, donc, qui sera l'animateur de cette conférence, qui fera le lien entre les différents intervenants et qui est donc spécialiste eau, énergie, climat au sein de la direction du développement durable d'EDF et qui est aussi correspondant dans des instances internationales sur ces domaines. Il y a également donc ensuite Olivier Beau, donc qui est président fondateur de la société Energipool, qui a une longue carrière dans le domaine de l'industrie, d'abord chez Péchinet, donc du côté de Dunkerque, et puis donc a fondé donc Energipool en 2009 à Chambéry, donc ses bureaux sont d'ailleurs à Savoie-Technolac, et donc c'est une société qui contribue à la modulation de l'électricité pour les gros consommateurs. Après, je voulais présenter également Florent Cadou, qui est donc président fondateur de la société Roseau Technologies et qui a également été titulaire pendant 8 ans d'une chaire de recherche sur les smart grids, donc à Grenoble. Et donc qui a créé en 2018 sa société et qui interviendra sur le domaine effectivement des réseaux. Et puis, je voulais également présenter donc Denis Albrecht, qui est donc directeur technique adjoint au Centre d'ingénierie hydraulique d'EDF et qui nous présentera ce qui touche, on dirait, au panorama des énergies renouvelables. Et donc moi-même, je suis Vincent Charlet, donc je suis retraité, donc j'ai un passé d'ingénieur et je suis engagé au sein de Savoie-Nova pour effectivement répondre aux questions, au sujet qu'a évoqué tout à l'heure Jacques Mazeran, donc avec un intérêt tout particulier pour tout ce qui touche, je dirais, au développement, aux préoccupations du territoire. Alors, pourquoi sommes-nous là et pourquoi avons-nous organisé cette conférence ? C'est donc, comme je le disais, une conférence à laquelle, depuis 9 mois, on y réfléchit et on a commencé à la concrétiser donc, il y a à peu près 6 mois. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une longue phase de mûrissement et d'intégration, effectivement, de compétences pour monter cette conférence. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, dans le domaine du réchauffement climatique, on voit bien que les alertes se multiplient et que les conséquences sont chaque fois plus importantes. Donc, globalement, trop d'émissions de gaz à effet de serre, trop d'énergie fossile consommée. Donc, conviction qu'il faut agir vite et agir fort. On voit d'ailleurs que, il y a eu des engagements qui ont été pris à la COP21 en 2015. Et aujourd'hui, donc 5 ans après, on peut dire qu'on est loin d'être sur la bonne trajectoire pour les respecter. Donc ça nécessite effectivement d'agir sur cette question réchauffement climatique, gaz à effet de serre. Et pourquoi aussi, donc, puisque le sujet de la conférence est le développement des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Donc c'est un focus assez particulier. Donc pourquoi ce focus particulier ? D'abord parce qu'on ne peut pas traiter l'ensemble, je dirais, de la problématique du réchauffement climatique. Il faudrait de nombreuses réunions, de nombreuses conférences sur le sujet. Donc on a voulu se limiter à l'impact sur la production d'électricité. Alors pourquoi ? Parce que on sait bien que les usages de l'électricité dans le monde se développe, même si, donc là, il y a une consommation d'énergie qui est croissante, non pas en Europe, où on est arrivé dans un système mature, mais globalement au niveau mondial. Il y a énormément de personnes, plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc c'est un sujet important pour la planète et pour nous. Et aussi parce que la production d'électricité, ça a une particularité, il y a quand même des exigences techniques qu'il faut respecter. Parce que c'est régi par les lois de la physique, et notamment, il faut à chaque instant un équilibre entre la production et la consommation, ce qui se traduit par un certain nombre de conséquences qui vont être évoquées tout au long de cette soirée.
Et donc l'objectif de cette conférence, c'est en quelque sorte, c'est de montrer, d'expliquer et de débattre avec vous comment et à quelles conditions peut-on intégrer une plus forte proportion d'énergie renouvelable pour répondre à l'ambition, de la baisse des gaz à effet de serre, à quelles conditions, sans s'exposer à quelques désillusions concernant le fonctionnement du système électrique. Alors, avant d'entrer dans le détail de la présentation, je voudrais évoquer deux événements. Alors, d'abord, peut-être commenter la courbe qui est présentée ici. La courbe qui est présentée ici, donc, qui est au niveau mondial. Donc, c'est une production de gaz à effet de serre, les GES, donc d'émissions de CO2, où on voit effectivement depuis 2010 à 2020, le passage à 2015 ne s'est pas traduit par, une inflexion significative suite à la COP21. Et donc l'illustration sur ce graphique de ce qui pourrait se passer si on ne fait rien, si on continue sur notre lancée. Donc c'est globalement la courbe jaune du haut, donc où on voit que les gaz à effet de serre continuent. Après, il y a une hypothèse plus volontariste qui est réussir à diminuer la production de CO2 au niveau de la planète. Et puis il y a le scénario qui est très ambitieux, qui est le scénario de réduction du réchauffement climatique à 1,5 degré. Et puis on voit en 2020 quelque chose, alors on ne sait pas encore si c'est vraiment l'effet du Covid, peut-être pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a constaté que pour respecter la courbe bleue, pour respecter les 1,5 degrés, il faudrait quasiment avoir le Covid tous les ans, avec les conséquences sur l'activité économique mondiale. Et donc l'objectif de cette courbe, c'est de diviser par 3 les émissions de CO2 d'ici 2050. Alors, deux situations récentes quand même qui interpellent pour ce qui concerne le système électrique. Une première, c'est une situation où on a eu quelquefois un prix de vente de l'électricité sur le marché de gros qui est devenu négatif. Ce qui veut dire, c'est que on nous paye pour prendre de l'électricité. C'est quand même un paradoxe. Donc ça, c'est une situation que vous allez comprendre sans doute dans le cadre des présentations. Et puis une deuxième qui concerne la situation en Californie. Californie qui est un État qui a une forte pénétration d'ENR au dehors de lui, puisqu'on est à 30% en complément de l'hydraulique, et où on a eu, durant cet été, plusieurs coupures significatives de l'alimentation électrique de beaucoup de citoyens californiens. Voilà le contexte. Et donc, maintenant, notre animateur va vous présenter un peu la suite des opérations. Merci à vous. Merci Vincent pour cette introduction. Donc, juste pour ce graphe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut diviser par 3. Là, j'ai pas mis le graphe qui monte de 2000 à 2010, mais en gros, on est sur une pente vraiment croissante. Les engagements de l'accord de Paris aujourd'hui, c'est l'accord du milieu, c'est la courbe du milieu. Et les engagements qui étaient prévus initialement, c'est la courbe bleue, c'est-à-dire on divise par 3. Donc au niveau des émissions et au niveau des émissions dans le secteur de l'énergie. Donc c'est un gap énorme. Et d'ici 2050, c'est vraiment un challenge vraiment important. Et la conséquence, c'est plus 1, plus 2, plus 3 degrés et voire plus. Et aujourd'hui, on a plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on voit déjà les conséquences. Donc si on monte à plus 3 ou plus 4, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, je voulais juste, avant de passer aux présentations, faire quelques clarifications, notamment le fait que tous les intervenants ce soir, on a pris du local, du bio, c'est tous des Savoyards. Donc même si ils ont une expérience professionnelle qui leur permet d'apporter une expertise ce soir, on est tous là en tant que concitoyens pour essayer de vous éclairer sur ce sujet-là. Deuxième point, c'est clarification de vocabulaire, parce que vous verrez, c'est des termes assez techniques d'ingénieurs, donc des fois on s'y perd un peu, et même les journalistes y perdent souvent d'ailleurs. Donc déjà une distinction, c'est la puissance qui s'exprime en watts, en kilowatts, en mégawatts, en gigawatts, en térawatts, donc à chaque fois multiplié par 1000. Et à ne pas confondre avec l'énergie, parce que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc vous avez un aspirateur chez vous qui fait 1000 watts, vous l'utilisez pendant 1 heure, ça vous fait 1 kWh. Okay, vous avez un vélo, c'est pareil, sauf que vous ne tiendrez pas 1 heure à 1 kWh. Donc,
Premier point important, et vous pouvez regarder dans la presse, à chaque fois qu'on vous compare les énergies entre l'éolien, le nucléaire, etc., on vous parle toujours d'énergie, alors qu'en fait, c'est des puissances installées, et sachant qu'il y a un facteur de charge, parce que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas, quand il n'y a pas de soleil, ne fonctionnent pas, etc. Le deuxième point, c'est transition énergétique. Qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? En fait, quand on dit transition énergétique, il y a deux familles. Il y a la transition des énergies vertes et bas carbone, et il y a aussi tout le volet numérique. Et donc ce soir, on s'attachera à parler de l'énergie verte et bas carbone et pas du volet numérique, même si implicitement c'est lié puisque toutes les évolutions technologiques utilisent le numérique. Et un autre point très important, renouvelable ne veut pas dire durable. Donc on peut très bien avoir des projets d'énergie renouvelable qui ne sont pas très bons d'un point de vue durable, c'est-à-dire les trois piliers, économique, sociétal et environnemental. Et ça, souvent, les gens font l'amalgame. Et ça, c'est très important de dire que renouvelable n'est pas forcément durable. Ensuite, quand on parle des gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est que les gaz à effet de serre? Le principal, c'est le CO2. Donc, ça représente à peu près 75% des émissions de GES sur la planète. C'est le CO2, donc dioxyde de carbone. Après, il y a le méthane, donc le CH4, qui a un pouvoir plus impactant sur la planète, mais qui est donc environ 15% d'émissions. Le reste, c'est protoxyde d'azote, la vapeur d'eau. Et voilà, avec ces trois gaz, déjà, on a 96 ou 98% des émissions. Mais sachant que par abus de langage, on parle de CO2, mais en fait, c'est du CO2 équivalent. Donc, on intègre bien tous les gaz à effet de serre quand on parle d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, c'est pas que vous voyez un CO2 équivalent ou un CO2E. Ensuite, un point de vocabulaire important, c'est l'empreinte carbone, donc ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et du coup, ça c'est très important parce que souvent les gens mélangent empreinte carbone, inventaire carbone. Donc l'inventaire carbone, c'est les émissions qui sont faites par la France. Donc on dit que les émissions en France, elles baissent, effectivement, en termes d'émissions directes. Mais quand on regarde sur le cycle de vie complet, on a une empreinte carbone qui a plutôt tendance à augmenter. Et donc, la neutralité carbone en 2050, dont tout le monde parle, c'est bien sûr l'empreinte carbone qui doit être neutre en 2050 et pas l'inventaire carbone. Et on verra au cours de la discussion ce soir, c'est-à-dire qu'on peut, comme on a déjà une énergie faiblement carbonée en France, on a beau encore la décarboner encore un peu plus, on ne réglera pas le problème de la neutralité carbone en 2050 d'ici là. Et puis l'autre point important, c'est l'intermittence versus les pilotables dans toutes les productions d'énergie qu'on va vous présenter ce soir. Certaines sont intermittentes, comme le solaire ou l'éolien, en fonction du vent et du soleil. Et d'autres sont pilotables, c'est-à-dire que la centrale hydroélectrique, par exemple, elle a une réserve d'eau qu'on peut utiliser à tout moment, donc elle est pilotable. Ah, pardon, j'ai raté une étape. La production de gaz à effet de serre est schématiquement le produit de 4 facteurs. Donc, le nombre d'habitants, le niveau de vie par habitant, la consommation d'énergie pour un niveau de vie donné, et puis la production de gaz à effet de serre par unité d'énergie consommée. Donc, évidemment, sur le nombre d'habitants et le niveau de vie par habitant, on ne peut pas faire grand-chose. C'est des choix politiques. Donc, on va se focaliser sur les deux derniers termes de ce produit, de ces 4 facteurs. Et pour les spécialistes, vous aurez reconnu l'équation de Kaya. Et donc, c'est l'objet de toute la réunion de ce soir. Et donc, on va commencer par Denis, qui va nous présenter un panorama des énergies renouvelables. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement ? Oui. Voilà. Merci à Savoie-Nova de m'avoir convié à ce rendez-vous citoyen. Mon intention et ma mission, c'est de vous apporter des premiers éléments d'information assez fondamentaux, des briques, qui ont vocation après à vous permettre de rentrer progressivement dans les enjeux et puis d'introduire ce que mes collègues orateurs approfondiront par la suite. Et donc, je vais faire un focus sur, si tu peux juste revenir, voilà, donc les énergies renouvelables et décarbonées, de quoi on parle, quelles sont les données et la réalité derrière ces mots. Donc le slide, là, vas-y, tu peux mettre les deux. Merci. Voilà, donc c'est des précautions, mais que en fait Laurent a déjà largement abordé. Les gaz à effet de serre, c'est pas que le CO2, et Laurent l'a dit, le méthane, protoxyde d'azote, etc. Et donc tous les chiffres, toutes les données que vous allez voir, comme l'a dit Laurent, je vais les exprimer en grammes par CO2 équivalent, par unité d'énergie produite, donc par kilowattheure.
Et puis, tu l'as dit également, si on revient, c'est juste, on raisonne les émissions, se raisonnent sur tout le cycle de vie d'une technologie. Hein. Si on prend par exemple une centrale thermique, on regarde la partie construction, exploitation, maintenance et fin de vie, démantèlement. Et c'est sur l'ensemble de ce cycle de vie qu'on regarde et qu'on comptabilise les émissions. Alors, premiers éléments d'information. Là, vous avez une typologie et des données, des teneurs moyennes en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure associées à différentes sources d'énergie. De la plus émettrice, à gauche, le charbon, en gris, à la moins émettrice, à droite, l'hydroélectricité. Donc ça vous donne aussi l'échelle de variation entre l'hydro qui est à 6 grammes CO2 équivalent par kilowattheure jusqu'au charbon qui est à de l'ordre de 1000 grammes par CO2 équivalent par kilowattheure. Entre ces deux extrêmes, et de manière décroissante, le fioul, le gaz, la biomasse, donc biomasse essentiellement soit des techniques de combustion des végétaux, des résidus végétaux, soit ce qu'on appelle des biogaz, c'est-à-dire qu'on fait fermenter des gaz et on a un biogaz qui ensuite est turbiné dans des centrales à gaz. Le solaire PV, ça veut dire photovoltaïque. La géothermie, le nucléaire. Donc le nucléaire n'est, comme d'autres, pas une énergie renouvelable. Au passage, la définition d'une énergie renouvelable, c'est une énergie dont la ressource se renouvelle à un taux qui est plus rapide que son taux d'utilisation et qui est d'origine naturelle. Et donc on parle de ressources quasi inépuisables à l'échelle humaine. Donc c'est ça la définition d'une énergie renouvelable. Et en général, c'est associé à des grands cycles et des grandes périodes, des phénomènes naturels associés au soleil, au vent, etc. etc. Le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, mais vous voyez que sa teneur moyenne en CO2 équivalent par kilowattheure est très faible. Et puis enfin, l'éolien et l'hydro. Alors ce sont des valeurs moyennes. Ça veut dire que projet par projet, centrale par centrale, il peut y avoir des variations autour de ces valeurs moyennes. Par contre, dès lors qu'on fait des bilans globaux, notamment à l'échelle d'un territoire ou d'une nation, ces valeurs moyennes ont du sens. Et donc ces valeurs moyennes permettent de faire des bilans. Alors si on regarde en France, si on regarde un petit peu comment notre mix électrique est composé, donc quelles sont les sources de production les moins émettrices en CO2 ? Alors l'hydroélectricité, en puissance, donc vous savez ce que c'est que la puissance, on a 25 gigawatts, c'est 19% de la puissance installée. Par contre, on produit 60 térawattheures. Un térawattheure, c'est 1 milliard de kilowattheures. Donc 60 térawattheures, c'est un peu plus de 11% de la consommation nationale. Enfin, de la production nationale, puisqu'on exporte un peu. Donc ça, ce sont des données issues du bilan électrique par l'opérateur de réseau, RTE, sur l'année 2019. Voilà. Tant que faire se peut, je vous ai donné à chaque fois les sources des informations, et sur le web, vous pouvez facilement retrouver ces informations. Deuxième source d'énergie peu émettrice en CO2, l'éolien. La France a vu son parc installé fortement augmenté dans les dernières années. On a 12% de la puissance installée, donc 17 gigawatts, mais en production, on a 6%. Donc ça vous permet d'introduire aussi une notion qui est ce qu'on appelle le facteur de charge. Donc grosso modo, c'est le pourcentage de temps dans l'année où un système produit effectivement, soit parce qu'on veut et qu'on a besoin de produire, soit parce que la ressource est là ou qu'elle n'est pas là. Ensuite, le solaire photovoltaïque. On a atteint en 2019 à peu près 10 gigawatts pour une production de l'ordre de un peu plus de 2%. Donc vous voyez encore le ratio entre la part de la puissance installée, 7%, et la part de la production, donc de l'énergie. Ensuite, les bioénergies, qui représentent une portion relativement faible en puissance installée, 1,6%, mais par contre,
avec une part de production qui est presque équivalente à sa part de puissance, donc presque 2% en 2019. Et puis le nucléaire, donc qui n'est pas une énergie renouvelable, mais qui est une énergie décarbonée. Donc la France, on le verra après, a un parc nucléaire très important, donc qui représente en puissance installée presque la moitié de la puissance française, et qui en production, en énergie annuelle, représente près de 70% de la production. Donc voilà le panorama des énergies en France. Et maintenant, on va regarder le caractère pilotable ou non pilotable. Voilà, donc tu peux les passer. Il y en a encore pour les autres, vas-y. Voilà. Donc ça, vous avez les 3 formes d'énergie qui sont pilotables, c'est-à-dire qu'on peut décider de produire ou de ne pas produire, et on est relativement peu dépendant de la ressource. En revanche, l'éolien et le solaire sont des énergies, on peut dire fatales, et non pilotables. Donc ça, gardez bien ça en tête, puisque ça va permettre d'introduire après d'autres facteurs. Alors, si certains d'entre vous ne l'ont pas déjà fait, mais il y a une appli qui est vachement intéressante. Là, je l'ai ouverte. Enfin, moi, ça s'appelle RTE Eco 2 Mix. RTE Eco 2 Mix. Vous pouvez la télécharger là pendant la conférence. Ça prendra à peine 3 minutes. Et puis, ça vous donne... Alors, il se trouve que j'avais fait mon slide le 14 octobre, au soir. Et donc là, vous avez pour la journée du 14 octobre, en France, sur RTE Eco 2 Mix, de 0h à minuit, vous avez la variation d'émissions de CO2 par kilowattheure sur le parc français. Vous voyez qu'on a oscillé entre 35 grammes et 55 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ça, c'est fonction de différentes formes de production qui sont intervenues pour satisfaire le besoin du réseau pendant cette journée. À une échelle européenne, je vous invite à télécharger une deuxième appli. J'ai aucun intérêt sur les applis. Elles sont gratuites. Il y a une deuxième appli qui est intéressante, c'est Electricity Map, qui là prend du recul à grande échelle, au niveau de l'Europe. Et là, ce que vous voyez, si vous voyez l'échelle en bas à droite, elle vous donne, donc c'est toujours la même unité, c'est toujours des grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, qui vont de 0 à 800. Donc évidemment, les pays, en fonction de leur mix énergétique, des différentes sources de production qu'ils ont un taux moyen d'émissions par kilowattheure qui varie fortement d'un pays à l'autre. Donc là, vous voyez l'échelle, dans la zone verte, 3 pays qui sortent du lot, Norvège, Suède, France. Et puis, à l'inverse, dans les zones un peu foncées, des pays assez émetteurs, et on peut remarquer la Pologne et l'Estonie. Donc si on prend un bilan... oui, tu peux y aller. Voilà. Donc si on prend un bilan, soyez un peu prudents avec les chiffres, mais les grandes tendances sont là. Donc les messages principaux sont là. Ne focalisez pas sur les chiffres, c'est à une valeur de 10 grammes près. Mais voilà, pour une bonne quinzaine de pays en Europe, la distribution sur la base des chiffres 2019. Alors il y a quelques chiffres qui sont un peu questionnables, c'est pour ça que je vous invite à la prudence. Entre la Norvège, qui est la moins émettrice dans sa teneur en carbone de kilowattheure, jusqu'à l'Estonie et la Pologne, qui sont les plus émettrices. Donc si on fait un petit coup de zoom, donc la France, on est là, on est dans le trio de tête, grâce à notre mix énergétique. Danemark, alors Danemark c'est intéressant parce que grâce à Laurent et à Vincent, ils m'ont fait corriger mon slide parce que y avait des données qui n'étaient pas très cohérentes. Et en fait, c'est parce que le Danemark a été très volontariste dans les dernières années. Et si je vous avais fait le slide il y a 3 ans, le Danemark était presque au milieu du classement, voire plutôt vers le haut. Donc c'est un pays qui a pris des décisions, qui est très volontariste, et qui a un mix aujourd'hui qui est de plus en plus décarboné. Si on prend un autre pays, le Royaume-Uni, vous voyez des pays un peu équivalents à nous, c'est pareil, c'est un pays qui s'engage très fortement sur les énergies renouvelables et aussi qui fait le pari du nucléaire. L'Allemagne, on fera un petit coup de zoom spécifique sur l'Allemagne. C'est un comparant très important pour la France. Et puis, si tu remontes, elle est un peu vite.
Voilà. Et puis, le peloton de tête ou de queue, plutôt, puisque ceux qui sont en haut, c'est plutôt les mauvais élèves. Donc, des pays très émetteurs qui, eux, sont face à des défis, on en a parlé tout à l'heure et on va juste l'introduire là, face à des défis pour réduire la part de carbone dans leur mix énergétique. Donc, si on part la suite, si tu peux... Voilà. Ce qui est important, c'est que les choix stratégiques énergétiques des pays dépendent de nombreux facteurs. Certes, donc, il y a une volonté de décarboner, on l'a dit au départ, diminuer les gaz à effet de serre. Il y a des engagements qui ont été pris au niveau européen et mondiaux, l'accord de Paris 2015, ça a été dit, qui fixe des trajectoires. Non seulement cette trajectoire, elle permet à peine de réduire le réchauffement, je ne me rappelle plus quelle était la valeur, 2,5 je crois, voilà. Mais en plus, on n'est même pas sur cette trajectoire à l'échelle mondiale. Deuxièmement, si tu peux y aller, il faut quand même en parler, c'est votre facture. Le coût du kilowattheure, je pense que ça vous intéresse. Alors même si le coût de la production, pour faire simple, c'est 1/3 de votre facture. Votre facture, c'est 1/3 production, 1/3 transport et 1/3 taxe. Voilà. C'est à peu près pareil en Europe. Il peut y avoir des contextes fiscaux différents, mais voilà. Mais la part de production, évidemment, ça compte. Et ça dépend des technos et ça dépend des conditions de marché. L'acceptabilité sociale aussi de certaines technologies. Est-ce que vous voulez une centrale nucléaire? Est-ce que vous voulez un barrage? Est-ce que vous voulez une éolienne? Est-ce que vous voulez une centrale photovoltaïque pas loin de chez vous? Il n'y a pas que le CO2 en matière d'impact environnemental. Il y a d'autres impacts environnementaux. Et donc, il faut aussi en tenir compte. Après, il y a des notions de souveraineté et des notions d'indépendance énergétique et de dépendance ou d'indépendance aux combustibles qui rentrent en ligne de compte. Donc là, on est sur des arguments stratégiques à l'échelle des pays. Et puis, il y a aussi des stratégies industrielles des États, des stratégies d'emploi qui sont associées. Et puis, il y a d'où on part, la situation actuelle et le chemin à parcourir pour évoluer. Et donc, on retrouve par là voilà, tout ça, j'ai essayé de résumer finalement l'ensemble des facteurs qui vont jouer ou pas dans une volonté stratégique d'un pays ou d'un ensemble de pays, ou de l'Europe par exemple, pour essayer de résoudre la question de la réduction des émissions. Alors, un petit zoom, et là aussi pour introduire les sujets qui vont arriver après par les autres orateurs. Ça, c'est un comparatif de ce qu'on appelle donc les mix électriques entre la France et l'Allemagne. Ce sont les chiffres 2019. Donc là, ça compare en énergie, pas en puissance. Donc ça compare en énergie. Vous prenez le nucléaire, par exemple en France, la grosse part de camembert bleu foncé. En Allemagne, vous avez entendu depuis presque 10-15 ans maintenant, enfin une dizaine d'années, l'Allemagne a décidé l'arrêt de la filière nucléaire. Donc en 2019, moi j'ai été très surpris en reprenant les chiffres, c'est 1% de la production allemande en 2019. L'hydro, en France, un peu plus de 11%, on l'a déjà vu tout à l'heure. En Allemagne, 3%. L'éolien, en France, 6%. En Allemagne, 21%. Donc, développement massif de l'éolien chez nos cousins de l'autre côté du Rhin. Le PV, pareil, grosse différence. En production, 2% en France, 8% en Allemagne, avec un développement massif. Et puis enfin, on a les bioénergies, donc une part très importante en Allemagne, quand même, puisqu'on atteint plus de 8%. On est à un peu moins de 2% en France. Alors, les grosses différences maintenant, c'est toujours d'autres différences. Le charbon en Allemagne, encore 31%. On n'arrête pas le nucléaire sans démarrer autre chose. Donc, vous avez dû entendre parler du redémarrage de centrales à lignite, qui sont particulièrement émettrices et qui pèsent dans le mix et dans les émissions totales allemands. Le gaz, là aussi une grosse différence entre la France et l'Allemagne. Donc si on résume avec la part d'électricité décarbonée en France, c'est tout ce secteur. En Allemagne, la part d'électricité décarbonée, c'est ce secteur-là. Donc ça illustre la différence qui nous sépare
dans la partie allemande. Maintenant, si on va sur la France 2019, et la projection, ce que la nation française a décidé à travers ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, à l'horizon 2028. Donc ça, c'est ce à quoi pourrait ou devrait ressembler le mix de production de la France en 2028, avec une réduction de la part du nucléaire. Et vous le voyez, une augmentation significative des secteurs vert clair et jaune, l'éolien et le solaire. Donc rappelez-vous, ça, ce sont deux formes d'énergie non pilotables. Donc ce que la France va voir, c'est arriver de façon progressive plus d'énergie renouvelable, non pilotable, sur son réseau, sachant que l'Allemagne a déjà une part significative. On peut aller à la suite. Et pour autant, voilà, les deux, voilà, la part d'énergie décarbonée, en fait, va progresser un peu, mais on verra après les incidents sur le réseau. Au suivant, et je crois que je vais m'en arrêter là et je garderai les slides sur le stockage pour la suite, puisqu'il me reste 1 minute, si j'ai bien compris, le message subliminal qui m'a été envoyé. Ce qu'il faut retenir de cette introduction-là, c'est il y a une volonté de décarboner. Il y a une volonté de développer des formes d'énergie non renouvelables, mais qui sont non pilotables, et qui vont induire des enjeux de flexibilité. Ça veut dire quoi la flexibilité ? Ça veut dire qu'on n'a pas toujours l'énergie quand on veut, où on veut. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois satisfaire une exigence de flexibilité temporelle et spatiale. Donc si la flexibilité spatiale, c'est les réseaux qui permettent de faire, on a quasiment une propagation d'électricité quasi instantanée à l'échelle humaine. Donc les réseaux sont là aussi pour acheminer de la production là où on n'en a pas et répartir les choses. Et la flexibilité temporelle, si tu me permets Laurent, elle appelle à des besoins de stockage, c'est-à-dire régulés. Il y a des moments où on a trop d'énergie, on la stocke. Et puis si on n'a pas assez d'énergie, on doit la délivrer. Donc si dans les questions tout à l'heure, il y a des questions sur les formes de stockage, on a quelques éléments à vous présenter pour illustrer les différentes formes de stockage qui peuvent exister. Mais je vais laisser la parole maintenant aux autres orateurs sur les parties flexibilité. Merci. On essaye d'apporter des éléments rationnels dans un monde qui est tout sauf rationnel. L'énergie est extrêmement importante dans le CO2, et pourtant, c'est un monde, alors c'est peut-être vrai dans d'autres, mais en tout cas dans le monde de l'énergie que je connais bien, c'est peut-être le monde où on entend les plus grandes conneries, si je peux me permettre, qu'on puisse entendre sur la planète. Et plus on entend de conneries, plus on induit les politiques dans de mauvaises directions, et comme l'argent est rare et que le temps est court, alors on le regrettera dans quelques années. Et donc, on a vraiment une orientation, les éléments que je vais vous montrer sont de nature à éclairer ce débat en faisant attention au lobby, en faisant attention aux modes. On va mode après mode, on grille des milliards pour se dire 5 ans plus tard, mais au fait, pourquoi on l'a fait ? Et donc, on essaye plutôt de le dire avant que de le dire après. Donc, voilà un petit peu ce qui sous-tend les éléments que je vais vous montrer. Alors, 2 premières pages, juste pour montrer... Merci. Pour montrer des variabilités, ça c'est sur le même site RTE que ce que nous a montré Laurent tout à l'heure. Ça c'est une journée de production française, le même 14 octobre, avec le nucléaire qui est assez stable, l'hydro qui est assez stable, et puis au-dessus, la consommation bouge et donc la production s'adapte. Elle s'adapte, et qu'est-ce qui s'adapte ? Le soleil, et puis surtout le pilotable. On fait le lien avec le gaz et puis le fioul. Et puis on est mis à droite Rhône-Alpes. Avec Rhône-Alpes qui a un profil complètement différent de la France. Donc par rapport aux questions de flexibilité spatiale, on voit bien qu'entre Rhône-Alpes, qui est un gros producteur, ça doit faire 14 gigawatts, je crois, ce qui est énorme. Rhône-Alpes doit faire quasiment le tiers de la production française. Mais on voit sur celle d'après que Rhône-Alpes ne consomme que la moitié de ce qu'il produit. Donc si tu veux bien, voilà. On a le volume de production de Rhône-Alpes en rose, et puis la courbe marron, c'est ce que Rhône-Alpes produit. Donc on voit plein de disparités sur ces graphiques, sans rentrer dans le détail, de grosses variations de consommation, de grosses variations spatiales,
Et puis de gros écarts entre l'endroit où ça produit et l'endroit où ça consomme. Sur cette page-là, là, on a analysé la même PPE, le plan pluriannuel de l'énergie que nous a présenté Denis tout à l'heure. On vous donne quelques chiffres qui sont tellement gros qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils veulent dire, mais qui sont monstrueux et qu'il faut quand même comprendre. Si on calcule l'impact de la PPE sur les 10 ans qui viennent, il y a 127 milliards d'investissements ou de désinvestissements, parce qu'il faut payer le désinvestissement dans le nucléaire. 127 milliards, le budget de l'éducation nationale, c'est 40, comme ordre de grandeur. Le budget de l'État français, c'est 450. Donc c'est un tiers du budget de l'État français dont on parle. Quasiment pas de baisse du CO2, puisqu'on a vu qu'il n'y a quasiment pas de changement on passe d'une énergie à l'autre, mais en fait, ça ne baisserait que de 5 millions de tonnes, et ça ne baisserait que de 1% des émissions françaises. Une moindre sécurité à la pointe, puisqu'il y aura à peu près 30% d'énergie non pilotable, et donc en fait, on assurera moins la sécurité du réseau. Et puis des surplus de production absolument gigantesques, puisque en gros, ce qu'on a vu, ça va produire 20% de plus que la consommation française. Et une hausse du coût de l'électricité, puisque on raisonne uniquement en coût, hors taxes et hors subventions, ça coûtera à peu près 20% de plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire par an, il faudra dépenser 10 milliards de plus pour acheter notre électricité. Alors ça se fera soit par les taxes, soit par les augmentations de prix, soit par les déficits d'EDF et d'Engie, ce qui est souvent le cas. Mais c'est quand même des chiffres impressionnants. Ça n'est rien d'autre que le calcul du résultat de la PPE qui est engagée en ce moment par les pouvoirs publics. Si on regarde l'Allemagne, comme dirait l'autre, quand on se regarde, on est mauvais, et quand on se compare, on est bon. L'Allemagne, elle, va investir 220 milliards. Elle va garder un niveau d'émission de CO2 supérieur à 100 millions de tonnes. C'est 5 fois ce que fait la France avec son système électrique. 27 milliards pour construire des centrales à gaz. Ça va être le plus grand constructeur de centrales à gaz au monde, parce que chaque fois qu'on met du renouvelable, non pilotable, il faut mettre du gaz pour le sécuriser. Des surplus de production qui, comme en France, vont être énormes, donc pas de chance, les deux sont en surplus, et en gros, au même moment, on verra tout à l'heure, il y a un coût d'électricité qui était déjà très, très, très élevé, mais qui va exploser, donc il faut bien que quelqu'un paye ça. C'est le résultat arithmétique de ce qui est annoncé par les deux gouvernements en France et en Allemagne. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ça ? On va voir quelques illustrations après, finalement, des raisons fondamentales qui font que on dépense beaucoup d'argent, pas obligatoirement pour un bon résultat. Alors, dans mon préambule, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, je rajouterais que ces analyses sont très, très, très locales. Il faut faire attention, ce qu'on va dire là, c'est essentiellement vrai pour la France. Ça n'a rien à voir en Allemagne, ça n'a rien à voir au Japon, ça n'a rien à voir en Chine. Les problématiques sont complètement liées au choix qu'on a vu tout à l'heure, au réseau, aux interconnexions, au mode de consommation, etc. Donc la France, qui part d'une situation où il n'y a pas de CO2, a évidemment une analyse qui n'est pas la même que la Pologne ou que l'Allemagne, qui font 10 fois plus de CO2 que nous. Donc les analyses que je montre sont celles de la France. Alors, il y a juste un clin d'œil ici pour expliquer de manière assez simple ce qu'on fait en termes de flexibilité électrique. L'un des modes de flexibilité simple, c'est l'effacement électrique. C'était l'ancêtre de la flexibilité. On a commencé comme ça dans notre activité chez Energipool. Et donc, on a en haut la courbe de consommation de la France sur 24 heures, un jour du 28 février. Et puis, on a en bas la consommation de nos usines. Donc, on a plein d'usines. Et puis, on nous a demandé de nous effacer à 9 heures et puis de nous effacer à 18 heures. On s'est effacé d'une quantité qui est égale à la puissance de la ville de Lyon. Donc, aujourd'hui, on pilote dans notre modeste entreprise savoyarde, on pilote à peu près 6000 mégawatts. 6000 mégawatts, c'est plus que la puissance, enfin c'est presque la puissance de la Belgique. Donc on parle de grosse puissance et d'une expérience qui est assez importante, puisqu'on sait faire des choses de cette taille-là. Donc ça, c'était de la flexibilité à l'effacement, mais la flexibilité, c'est devenu maintenant des choses beaucoup plus sophistiquées. Et l'un des problèmes essentiels de la flexibilité, c'est pas de consommer moins, c'est de consommer plus. En vrai, c'est de consommer au bon moment. Et comme il y a de plus en plus d'électricité qui n'est pas au bon moment, la flexibilité de consommation, finalement, c'est de consommer au bon moment. Alors, quelques images qui sont assez importantes.
Celle-là, c'est un graphique intéressant où on voit de décembre on fait le tour de l'année, là, et sur une échelle de 0 à 100%. La courbe en noir, c'est le profil de la consommation. Donc on consomme plus en hiver qu'en été, avec une très très grosse différence en France entre l'hiver et l'été. Et le bleu, c'est le profil de l'éolien. Donc ce qu'on voit sur le petit commentaire qui est en bas, là, Laurence, voilà. On voit évidemment de fortes irrégularités, on n'a pas besoin de se forcer pour les voir, mais on voit qu'en gros, l'enveloppe de l'éolien colle à peu près avec l'enveloppe de la consommation, en macro. C'est-à-dire que le vent souffle plutôt l'hiver que l'été. Bonne nouvelle, c'est-à-dire que de manière macro, c'est une énergie qui arrive au bon moment. Si on fait la même analyse sur le soleil, à droite, là, on a un énorme décalage. Donc c'est assez évident que le soleil est là l'été, mais ce qui est moins évident, c'est qu'on ne consomme pas l'été, et que l'Europe se retrouve avec des excédents qu'on verra tout à l'heure, qui sont absolument monstrueux en été, donc personne ne sait quoi faire. Et donc, plus on met de panneaux solaires, plus on se trouve confronté à des problèmes d'excédent, au-delà des problèmes d'intermittence. Je ne parle même pas des problèmes micro, dont on voit quand même qu'ils sont relativement importants, mais des problèmes d'intermittence, des problèmes de décalage macro absolument importants. Deuxième image intéressante, surprenante en Savoie, parce que moi en Savoie, je pensais que le vent, ça soufflait surtout le jour et en fin de journée. C'est ce qu'on voit dans les montagnes. En vert, c'est le profil moyen du vent en France sur un an, et sur 24 heures, de 0 à 24 heures. Donc le vent, ça souffle la nuit. Et la consommation, c'est la courbe bleue, ça consomme plutôt le jour. C'est assez évident ce que je dis là. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, il y a un gros décalage. Et plus on va mettre d'éolien, plus ça va être compliqué. Le profil est à l'inverse. Et du coup, ce qu'on voit dans le monde, c'est que chaque fois qu'on met 1 mégawatt d'éolien, on est obligé de mettre derrière 0,5 mégawatts de gaz, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut se couvrir de l'éolien, ou de groupes électrogènes. Les barrages, tant mieux, mais malheureusement, on ne veut pas en mettre de partout, et c'est un peu compliqué. Mais faites-le, faites-le, mais il y a des pays qui sont plats, et puis ça prend du temps. Mais la solution, en général, c'est des groupes électrogènes, du gaz, voire du charbon, pour sécuriser cette absence. C'est pour ça que l'Allemagne investit tant dans le gaz, parce que plus ils mettent d'éolien, plus ils sont obligés de mettre de centrales à gaz. Alors, un petit exemple de ce que ça veut dire, là, cette courbe, ça, c'était le 27 décembre. On a ça à peu près 50 fois par an, ce genre de configuration. Un grand coup de vent pendant la nuit, 8 gigawatts. 8 gigawatts, c'est 2 fois la puissance consommée par le Maroc, quand même. Donc, c'est des gros chiffres. Et puis, ça se casse la figure pendant la journée. La différence entre les deux, sur 12 heures, quasiment, de 0 heure à 16 heures, si tu veux bien, toc, c'est la puissance de la Belgique qui a disparu. En 12 heures, la puissance de la Belgique a disparu du réseau. Pas de chance, la courbe de consommation en bas, elle est juste à l'inverse. Quand il y en avait beaucoup pendant la nuit, on n'avait pas besoin. Et quand on a eu la pointe le soir, le vent n'était plus là. Et ça se produit une 50aine de fois par an, donc c'est pas rare. Ça veut dire que la nuit, on ne sait pas quoi en faire. Une fois qu'on a utilisé les steppes, mais il en faut beaucoup, et puis qu'au moment où, en heure creuse, l'éolien produisait 20% de la consommation. À l'heure de pointe, le même jour, l'éolien il fait 2% de la consommation. Donc c'est ça que le réseau de production et de transport doit gérer, c'est ce genre de choses. Et plus on met du non pilotable, comme le disait Denis tout à l'heure, plus on est confronté à ce genre de situation. Alors, un autre point qui est important, c'est l'aspect économique. On dit... l'éolien et le solaire, le prix baisse, ça sera bientôt gratuit. C'est bien, d'ailleurs, l'INES, qui est savoyard, a contribué à ça. Ça baisse. Mais de quoi on parle? Si tu vas juste un peu plus loin, quand on parle du coût de l'éolien et du solaire, en général, c'est ce que j'appelle le coût apparent. C'est le coût de l'installation, les panneaux ou les turbines, là, et puis leurs systèmes qui permettent de les connecter au réseau. Ça, en gros... Si on compte que les panneaux, ça vaut 32. Si on compte le reste, ça vaut à peu près 32. Ça fait 60 € par mégawattheure. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait 60. En vrai, dans le monde, et c'est un peu plus en France et en Allemagne, chaque fois qu'on fait un en solaire ou en éolien, il faut rajouter 60% des coûts. Enfin, il faut rajouter 16 de transport. En France, c'est plus que ça. En France, c'est quasiment 1 pour 1. De coûts de transport ou de distribution, de réseau. Il faut mettre 0,5 thermique en face,
ou de l'hydraulique. Et donc, le coût complet, chaque fois qu'on met 1, le coût complet, c'est 100, c'est pas 60. Et du coup, je fais un petit calcul simple en disant, si je baisse le prix de mon panneau solaire ou de mon éolienne de 50%, en vrai, ça n'a que 15% d'impact sur le coût complet. Je pourrais même les mettre gratuitement, il restera encore tout le reste. Donc attention, quand on nous parle des coûts, il y a deux erreurs. La première, c'est de parler en puissance en disant « je te mets 1 mégawatt », sauf que le mégawatt, il en produit 0,15 en général. Et le deuxième, c'est de parler uniquement de la partie qui est à gauche, mais de ne pas parler de l'ensemble du coût pour la collectivité. Alors après, ça coûte de moins en moins cher, mais au fait, ça vaut quel prix sur le marché? Je m'explique. Vous pouvez avoir un coût très très faible, mais si au moment où vous produisez, personne n'en a besoin, ça ne vaut rien du tout. C'est la différence entre le coût et le prix. Je vous ai mis ici la courbe de production solaire et les prix sur les marchés. La production solaire, sur 12 mois, de janvier à décembre, elle produit en cloche, on a vu que c'était plutôt l'été, et le prix sur le marché, elle est juste à l'inverse. C'est le résultat du décalage entre les deux. Plus on envoie de solaire, plus on va faire chuter le prix sur les marchés. Puisque vous vous trouvez en excédent, jusqu'au prix négatif, l'Allemagne a eu 220 jours de prix négatif l'année dernière. 220 jours de prix négatif. Et la France, ça double ou ça triple tous les ans. Il y a des jours, cette année, où on nous donnait 500 € par mégawattheure pour pouvoir dissiper de l'énergie. 500 €, c'est 8 fois le prix de l'électricité. Autrement dit, si vous savez faire, vous allumez le chauffage et la climatisation en même temps et je vous paye. Parce qu'il faut évacuer l'énergie à tout prix. Et je vous paierai 7 fois plus que ce que ça vous coûte sur votre facture. C'est quand on ne sait pas quoi en faire, il vaut mieux vous payer pour dissiper de l'énergie que d'arrêter une centrale nucléaire et la redémarrer 4 heures plus tard. Et ça, c'est une problématique qui est en train d'exploser. Et du coup, quand on regarde, uniquement quand on le compare au coût apparent, on voit déjà que le marché ne couvre pas le coût apparent. Et si on le compare au coût complet, alors là, on est complètement en dehors. Et j'ai pris une journée à tout hasard, là, le 31 mai, on était peut-être sorti du Covid, je ne sais pas, où les prix du marché, la ligne du zéro, c'est la ligne bleue, où le prix du marché, la veille pour le lendemain, était très négatif. C'est-à-dire que pour demain, vous achetiez de l'électricité pour laquelle on vous payait. Et ça se produit maintenant toutes les semaines. Et en Allemagne, 2 jours sur 3. Et donc l'écart entre le coût et le prix, ça coûte à la collectivité à peu près 9 milliards par an. Ça coûte 9 milliards par an. C'est pour ça qu'il y a des taxes, qu'il y a tout un tas de trucs qui fait qu'on subventionne ou qu'on dit à EDF, tant pis pour ton bénéfice, et qu'en fait, il faut bien faire la différence entre le coût et le prix. On peut injecter des énergies à bas coût, mais dont en fait personne n'a rien à faire, et quand elles arrivent, leur prix est à 0. Et plus on va injecter d'éoliens, plus on va injecter de solaire dans le système français, qui est surcapacitaire, plus on va être confronté à ces situations de coûts négatifs, sans parler des problèmes que ça pose physiquement sur les réseaux. Alors, désolé, je ne suis pas payé par le nucléaire, mais l'une des grosses difficultés en France, c'est la confusion entre le débat sur le nucléaire et le débat sur le CO2. Nucléaire, ça ne fait pas de CO2, mais c'est du nucléaire. Et donc, le problème de cette difficulté, on a vu tout à l'heure, la France, son principal plan, c'est je remplace du nucléaire par du solaire et de l'éolien. La France a une électricité parmi les moins chères, les plus décarbonées au monde. On va investir dans les 10 années qui viennent sur le désinvestissement du nucléaire, du renouvelable non compétitif, on l'a vu, dans les moyens de secours correspondants, dans les réseaux de transport et développement et distribution, et dans du stockage et de l'hydrogène, parce qu'il faut essayer d'équilibrer tout ça. On va investir 5 fois pour ne pas bouger le niveau du CO2. Voilà. Donc, alors au passage, les 127 milliards, c'est le même montant que ce qu'il faut pour transformer tout l'habitat haute consommation en France. Le plan pour transformer tous les logements dits passoires, c'est 120 milliards. C'est le même chiffre. D'un côté, on baisse de 5 millions de tonnes. Si on mettait ces 120 milliards dans le bâtiment, dans le logement, on baisserait de 100 millions de tonnes. Question de décision des pouvoirs publics. Voilà. Alors, on va terminer sur ce sujet-là, c'est que faire de cette problématique française ?
On voit, le graphique est assez incroyable, le graphique de gauche. Quand je l'ai fait, j'y croyais pas, mais on a vérifié. Je crois qu'on a un expert dans la salle. On a vérifié, il est vrai. C'est les excédents de production qu'aura la France sur les mois de l'année. On a les 12 mois de l'année. 2013, c'était les excédents, et quand on est en dessous, c'est un déficit. 2019, c'est la dernière, les excédents, il n'y a quasiment plus de déficit. 2028, ça va être la courbe du haut, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 6 mois de l'année où presque tous les jours, ça produit 150% du besoin national. Il y a des journées à 220% du besoin national. Alors, une suggestion intelligente, c'est de dire, finalement, puisqu'il y en a en trop, on enlève le nucléaire. On a mis à droite une courbe typique de consommation d'un jour d'hiver. Donc, on a nos 24 heures, on voit le renouvelable, le nucléaire, et puis on voit la consommation, c'est les 3 courbes rouges. La consommation moyenne, c'est celle du milieu, et puis les autres, c'est en fonction de la météo. Donc, 90% des cas, ça se passe dans l'enveloppe. Et l'enveloppe du haut, c'est seulement à 90% des cas. Ce n'est pas les cas extrêmes. L'enveloppe du haut, elle consomme tout. Ça veut dire que si on enlève 1 mégawatt de nucléaire, il faut mettre 1 mégawatt de gaz en face. Donc, on enlèvera 1 mégawatt qui fait 0 CO2, on va le remplacer par 1 mégawatt qui fait du CO2. Parce qu'au moment des pointes de consommation, il n'y a ni soleil ni vent. C'est en général l'hiver entre 18h et 21h. Le soleil n'est pas là, et s'il fait froid, c'est qu'il y a un anticyclone. Quand il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent. Et donc, on n'a pas le choix. Si on enlève 1 mégawatt de nucléaire pendant l'hiver, il faut 1 mégawatt de gaz en face. Aujourd'hui, en vrai, quand il nous manque 1 mégawatt, on va l'acheter à l'Allemagne qui le fait avec du charbon. Parce que la pointe européenne, elle est comblée par le charbon allemand. Voilà. Alors, la conclusion, c'est que le plan qui est lancé aujourd'hui, celui dont parle l'État, celui sur lequel nous sommes en train d'investir, nous citoyens, il y a 100 TWh d'excédent, c'est 20% de la production annuelle de la France. On va vers 20% de production de trop. On ne sait pas l'exporter, puisque de manière macro, on a fait une très très grande étude, et on a vu que l'été est en même temps dans tous les pays européens, que le week-end est en même temps dans tous les pays européens, et que le jour et la nuit est en même temps dans tous les pays européens. Mais on a mis un polytechnicien qui nous a confirmé ça. Mais je le dis en plaisantant, mais on entend des gens qui nous disent « Mais oui, mais on va mettre des réseaux, on va exporter. » Ben oui, mais les mecs, ils ont l'été en même temps que nous, le week-end en même temps que nous. Et quand on regarde les comptes de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie, ils disent tous « On va exporter. » Et quand on dit « Quand », c'est tout le monde en même temps. Alors après, on veut dire « On va les stocker. » Ben oui, mais si on produit 20% de trop, l'année d'après, on a 40, puis l'année d'après, on a 60. Et si on voulait stocker cet excédent, tous les barrages français, c'est 3,5, alors qu'il faut en stocker 100. Et si on le mettait dans des piles au lithium, il faut dépenser 500 milliards d'euros la première année, et puis rajouter 500 milliards la deuxième année. Ça n'est pas stockable. Ces quantités-là ne sont pas stockables. Donc la conclusion là-bas, c'est que de manière traditionnelle, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le plan ne se fera pas. Ou que on fera comme aujourd'hui, on exporte notre nucléaire pas cher vers l'Allemagne, et l'Allemagne nous envoie le charbon cher au moment de la pointe quand on a besoin. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les propositions alternatives pour des Français, c'est flexibiliser les usages, consommer quand il y a de l'électricité, et freiner quand il n'y en a pas. Donc ça ne nous plaît pas, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais il va falloir le faire. 2, accroître les usages vertueux économiques. Donc ça paraît bizarre, mais en même temps qu'on va faire des économies, il va falloir qu'on passe plus à l'électricité, parce que c'est comme ça qu'on remplacera l'essence des voitures par de l'électricité des voitures, ou le chauffage des bâtiments par de l'électricité, et donc ou des process industriels, plutôt qu'ils soient au gaz, qui passent à l'électricité. Et j'ai terminé. J'ai fini avec ça. Et puis le troisième point, je suis désolé pour ceux qui pensent autrement, il va falloir dire aux renouvelables non pilotables, écoutez, trouvez votre modèle économique. C'est ce qui est en train de se passer avec des subventions qui baissent. Mais si on arrête les subventions, alors le solaire et l'éolien s'arrêtent aujourd'hui. Si on leur dit, vous allez sur les marchés au prix des marchés, alors ça s'arrête. L'équation est compliquée. C'est vrai en France, c'est pas obligatoirement vrai ailleurs. Mais la France est dans cette situation-là. Même si ça ne fait pas plaisir, c'est ça qu'on voit quand on l'analyse. Je vous remercie de votre attention.